Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la lutte intégrée. Alors, comment peut-on un petit peu définir la lutte intégrée? La lutte intégrée est une méthode de lutte qui est utilisée pour un objectif bien défini, de diminuer l'utilisation des pesticides et de respecter l'environnement et bien sûr de préserver la santé humaine. Donc, c'est une méthode de lutte qui est utilisée contre les nuisibles. Et quand on parle de nuisibles, on peut avoir les insectes, les acariens, ravageurs. On peut avoir aussi des rongeurs, d'accord? Et là, c'est un cortège d'ennemis et d'espèces nuisibles qui causent des pertes, entre autres économiques, mais aussi qui va donner le flétrissement des, bien sûr, des plantes et de la production. Donc, cette méthode utilise des méthodes qui sont, je dirais, amies avec la nature et va un petit peu résoudre les problèmes de baisse de rendement des cultures maraîchères par leur effet direct sur la culture en encourant la transmission des virus. Donc, les insectes, ils sont connus pour ce genre de problèmes. La lutte chimique classique induit de nombreux problèmes et c'est pour ça qu'on va un petit peu faire appel à la lutte intégrée. Parmi la lutte chimique, les problèmes qui est causé par cette dernière, donc il y a risque de pollution, de toxicité pour l'homme et l'environnement, les résidus des produits aussi qui restent dans la partie consommée, et un coût élevé de nombreux traitements. Mais aussi, il faudrait savoir qu'il y a l'apparition de résistance aux insecticides et acaricides et élimination des organismes utiles, donc des ennemis naturels, entre autres les prédateurs, les parasitoïdes et les pollinisateurs. Donc c'est pour ça qu'on utilise la lutte intégrée, parce que c'est une lutte qui est amie avec la nature en fait. Et les lieux où on peut utiliser ce genre de lutte, on peut l'utiliser donc dans les alentours des fermes, des écoles, des maisons, des hôpitaux, des restaurants, des jardins, etc. Donc, elle reste toujours dans l'appui de préserver la nature. Alors, dans leur contexte agronomique, les cultures intensives toute l'année, pas de rotation, il y a de la culture sous abri, plus de problèmes d'insectes sous serre, mais moins de problèmes de maladies. Donc il y a aussi le microclimat qui va influencer, d'accord, sur la propagation des ravageurs. Et aussi les problèmes d'homologation des pesticides, qui reste toujours un problème persistant, d'accord. Et l'aspect sociologique, donc il y a les traditions et les formations qui vont intervenir. Ça veut dire que certaines utilisations et pratiques ne sont pas bien respectées. Et c'est pour ça que l'Organisation internationale de lutte biologique, ou OILB, définit la lutte intégrée comme la lutte contre les organismes nuisibles qui utilisent un ensemble de méthodes satisfaisantes, exigeantes à la fois économiques, écologiques et toxicologiques, en réservant les priorités à la mise en œuvre délibérée des éléments naturels, en limitant et les respectant des seuils de tolérance. Les seuils de tolérance qu'il faudrait vraiment bien les définir et bien les comprendre. Alors, la lutte intégrée fait ce qu'on appelle la combinaison de plusieurs méthodes de lutte, dans le but de limiter le développement de bioagresseurs des cultures afin qu'ils ne provoquent pas de dégâts économiques, et c'est une façon durable et respectueuse à l'environnement. C'est pour ça, si on est en train de lire le paragraphe qui est projeté devant vous, ça se dit que la lutte intégrée est une approche de planification et de gestion des cultures visant à réduire le plus possible les problèmes causés par les organismes nuisibles. Donc l'association et la combinaison de plusieurs méthodes va favoriser et limiter le développement du bioagresseur et un petit peu
de limiter l'action défavorable de ce dernier sur la plante. Alors, par conséquent, il s'agit d'approches durables. Quelles sont ces différentes méthodes hein, qui vont un petit peu limiter le cycle de développement du bioagresseur, mais aussi de diminuer les dégâts économiques d'une façon durable et respectueuse à l'environnement. On peut avoir l'association d'une lutte des moyens biologiques, agricoles, biotechnologiques, physiques, chimiques, du chimique rationné, d'accord. On peut avoir de la lutte génétique, modification génétique. Donc il ne s'agit pas de limiter tous les insectes et les acariens ravageurs d'une culture, on ne pourra pas faire tout ça, mais de supporter un certain nombre d'entre eux. Donc là, si vous avez un ravageur qui s'installe au niveau de votre culture, il ne faudra pas utiliser ces méthodes-là dans l'objectif d'irradier ces derniers-là, mais un petit peu de diminuer leur population et leur effet nocif sur le développement de la plante. De cela, il y a ce qu'on appelle les conditions qui ne provoquent pas des dégâts économiques, ça veut dire ce sont certains, mais du support de certains nombres d'entre elles, ça veut dire que là, on ne peut pas éradier toute l'espèce, mais diminuer ces derniers et leur, je dirais, effet négatif et néfaste vis-à-vis du développement de notre plan. Alors, la lutte intégrée associe des techniques très variées qui sont pour éviter les dégâts. Et là, avant de parler, donc parmi les ravageurs, il y a ce qu'on appelle les insectes acariens, donc nous avons cité, il y a les oiseaux, les maladies des plantes, il y a ce qu'on appelle les mauvaises herbes qui vont héberger plusieurs insectes qui sont nuisibles. Donc ils passent une petite période de leur cycle sur ces mauvaises herbes et l'une des pratiques des cultures de la lutte intégrée, c'est un petit peu de limiter ces derniers parce que ce sont un foyer primaire qui vont favoriser après quand la culture préférée de ces derniers est installée, il y aura migration de ces ravageurs vers la culture principale. Donc pour éviter tout ce genre de problèmes et de soucis, il faudrait procéder est quelque chose de très important et de comprendre les méthodes de lutte intégrée qui comprennent la surveillance, la modification de l'habitat des ravageurs, la protection de leurs ennemis naturels et quand cela est nécessaire l'utilisation des pesticides. Si on doit résumer un petit peu le concept ici, il faudrait savoir que cette lutte intégrée est placée ou bien elle est basée sur la surveillance. Si quelqu'un d'entre nous a une culture, il faudrait qu'il la surveille, qu'il observe non moins le développement de la plante, mais aussi l'état sanitaire de cette dernière par les observations. Donc ça rentre dans la surveillance. Les modifications de l'habitat, ça veut dire le passage du ravageur d'une culture secondaire à une culture primaire. Entre autres, il y a l'installation des mauvaises herbes qui vont favoriser, donc c'est un habitat secondaire qui fait abriter un cortège et un complexe de ravageurs qui sont néfastes pour nos cultures. Et de là, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une surveillance quotidienne de ces ravageurs-là et de leur présence. La protection des ennemis naturels, c'est un point très important parce que s'il n'y avait pas un cortège d'ennemis naturels, on ne pourra pas parler de ce qu'on appelle la lutte biologique qui fait l'une des pratiques de la de la lutte intégrée. Et c'est important de un petit peu déterminer ces ennemis naturels et de savoir s'il y a un cortège bien défini, inféodé aux ravageurs et à la culture pour qu'on puisse par la suite peut-être envisager une lutte biologique bien ciblée. Et les ennemis naturels ne sont pas vraiment abondants dans notre culture, mais on a une attaque un petit peu, je dirais, nocive de ces ravageurs nuisibles. Il faudrait peut-être penser par la suite à utiliser une lutte chimique rationnée par le biais de pesticides, mais ça reste toujours un dernier choix à éviter si c'est possible. La surveillance, donc là, on a un petit peu parlé, je vous ai dit qu'il faudrait faire une observation, un inventaire et un suivi des notes de répartition des parasites, des
des ravageurs dans notre parcelle d'études et de savoir quel est le pourcentage de distribution de ce dernier dans la surface donnée cultivée par nous-mêmes. Donc là, il faudrait faire un bilan général de la distribution et la répartition des ravageurs dans notre culture pour envisager de faire ou la lutte intégrée au sein de notre parcelle. Et le meilleur contrôle des espèces nuisibles est d'éviter le traitement, bien sûr, toujours est-il que c'est important de le dire. Alors, les 6 étapes que la lutte intégrée est supposée une approche. Donc il faudrait un petit peu en parler de tout ça. La première des choses, c'est identifier les ennemis naturels par le biais de faire des échantillonnages et de prélever et de déterminer les espèces naturelles ou les ennemis naturels qui se trouvent au sein de votre parcelle. Donc là, c'est un choix et c'est un travail vraiment important à le faire et ça vient après l'observation. Bien sûr, pour déterminer les ennemis naturels qui se trouvent dans votre culture, il faudrait aussi évaluer la situation globale et de dépister la situation et l'état de votre essai. Comment faire? C'est de faire la quantification des populations du ravageur présent dans une unité de dépistage. Ça veut dire que là, on pourra avoir ce qu'on appelle des parcelles élémentaires d'échantillonnage. On pourra faire des prélèvements pour voir s'il y a la présence du ravageur en question. Par la suite de connaître l'évaluation des populations, faire un dénombrement de ces derniers pour envisager s'il y a utilité d'utiliser un moyen de lutte ou pas, et aussi d'évaluer la répartition du ravageur, comment il est réparti au sein de votre culture ou bien au sein de votre serre. Et cette manière-là, vous pouvez avoir des détails très importants et des informations qui vont vous guider par la suite à déduire l'utilité et l'utilisation de ces d'intervention. Parmi ces seuils-là, il y a ce qu'on appelle les seuils qui vont un petit peu être calculés pour voir s'il y a l'intervention d'une lutte ou d'une méthode de lutte ou bien on ne pourra pas faire d'intervention. Donc à partir de seuils calculés, et entre autres le seuil de nuisibilité qui est un seuil très important à connaître et à comprendre, il va vous donner un petit peu une approche pour voir s'il y a un état de faire un essai de lutte ou bien de savoir un petit peu l'état général. Il y a aussi le seuil de tolérance et le seuil ou bien le seuil de tolérance qui est défini au niveau des populations d'organismes nuisibles qu'un agriculteur peut admettre sans un grand risque pour sa récolte ou sans que la dépendance en pesticides ne dépasse le gain de récolte. Alors, un seuil d'intervention permet non seulement d'utiliser un pesticide ou autre moyen de lutte en bon moment. Ça veut dire là qu'il faudrait tomber sur le bon moment pour l'utilisation d'un pesticide ou bien non, avec un maximum d'efficacité, mais aussi de réaliser des économies appréciables en n'intervenant pas lorsque ce n'est pas justifié. De cela, il faudrait tirer grosso modo, quand on parle de cette d'intervention, vous avez le seuil de tolérance, le seuil de nuisibilité ou bien le seuil économique et le seuil économique d'intervention qui correspond au niveau de densité de population d'un organisme bioagresseur, qui soit agent phytopathogène, ravageur ou mauvaise herbe, auquel un traitement phytosanitaire présente un intérêt économique, c'est-à-dire auquel le coût de traitement devient inférieur au coût des dégâts estimés. À ce moment-là, on parle d'un seuil économique ou bien un seuil d'intervention. Adapter l'écosystème. Donc là, vraiment, il faudrait qu'on voit l'écosystème, comment il est à l'intérieur de votre parcelle pour voir un petit peu l'influence des facteurs climatiques, entre autres l'humidité et la température. Combiner les méthodes de lutte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lutte intégrée fait la
combinaison entre plusieurs méthodes. Entre autres, on peut combiner entre la lutte biologique, les phéromones, la confusion sexuelle, les biopesticides à base de molécules naturelles, les nématodes entomophages, les méthodes de lutte culturelle et les méthodes de lutte chimique rationnées. On peut aussi parler de la lutte physique. En dernier, la dernière étape est de voir l'évaluation des actions qui sont rassemblées pour parler d'une lutte intégrée, proprement dite. Alors, pourquoi on fait appel à la lutte intégrée? On fait appel à la lutte intégrée pour les raisons qui sont projetées devant vous. Alors, dans les pays en voie de développement, il y a ce qu'on appelle quelques, je dirais, difficultés pour un petit peu parler de cette dernière. Donc, il n'y a pas assez de vêtements de protection, le matériel de pulvérisation de mauvaise qualité, une formation insuffisante, un conseil erroné ou insuffisant, l'analphabétisme ou l'utilisation sachant mal lire ou écrire, pas d'étiquette dans la langue locale, manque d'eau pour se laver après la pulvérisation et pour se laver régulier des vêtements, service médical inaccessible. Les éléments de succès de la lutte intégrée. Soutien gouvernemental et institutionnel, solutions techniques, participation des agriculteurs. Ce sont les 3 points qui se sont un petit peu améliorés la lutte intégrée et le succès de cette dernière. Donc, éliminer les subdivisions accordées pour les pesticides, taxes des pesticides pour couvrir le coût, etc. Donc, là, je passe. Technique de dépistage d'insectes ravageurs. Là, c'est important de comprendre comment le dépistage se fait pour diagnostiquer, bien sûr, la présence des espèces nuisibles présentes dans un champ. Le dépistage indique aussi le stade de développement du dernier et la présence de dommages. Donc, on peut faire même une estimation des dommages causés par ce ravageur dans le champ. Les techniques de dépistage au filet. Hop, hop, voilà. Donc là, on peut faire le dépistage. Le dépistage, je vous ai dit, c'est les méthodes d'échantillonnage que vous pouvez utiliser au sein de votre champ. L'un des méthodes, c'est le filet fauchoir qui va favoriser un petit peu la capture de quelques individus du ravageur pour faire le dépistage et faire un petit peu le bilan général de la présence de ce dernier au sein de votre culture. L'outil essentiel au dépistage, un filet de 30 cm, un carnet de notes, une loupe bien sûr pour bien observer les ravageurs s'ils sont petits de taille, entre autres. Vous aurez bien sûr, vous pouvez utiliser des microscopes pour les acariens, les nématodes aussi, un pot d'échantillonnage, un crayon marqueur, des sacs plastiques, un pinceau pour recueillir les chenilles et des étiquettes. Le piège à phéromones. Le piège à phéromones est l'une des méthodes qui va un petit peu nous aider pour faire le dépistage. Le piège à phéromones sont une technique de dépistage qui indique la période d'émergence des mâles d'adultes et permet de définir le pic de vol des papillons, bien sûr, c'est-à-dire les adultes sont présents en plus grand nombre. Quand est-ce que les adultes sont présents en grand nombre? Donc là, on pourrait avoir une courbe, le pic qui va nous démontrer un pourcentage très élevé des papillons mâles dans nos essais, bien sûr, et peut également évaluer la période de ponte des femelles afin de synchroniser les interventions de lutte contre le ravageur à un bon moment. À noter que les pièges à phéromones indiquent à quel moment une intervention doit être faite, mais ils ne signalent pas si elle est nécessaire ou pas.
La récolte d'insectes est indispensable en entomologie, bien évidemment, et cela, dans la plupart des études demandent des résultats chiffrés. Donc, on peut avoir et en tirer le nombre d'individus d'une espèce, le nombre d'espèces présentes, etc. Mais aussi, la récolte d'insectes favorise ne peuvent pas être identifiés à l'œil sur le terrain. Donc là, nous devons amener l'échantillon au niveau du laboratoire pour faire l'identification. Donc là, on doit récolter et conserver les individus pour une éventuelle identification sous les loupes ou bien microscope pour savoir je dirais, l'état et les stades et le dénombrement de la population. Méthode d'échantillonnage. Nous en avons des méthodes relatives qui vont nous renseigner sur la présence ou l'absence d'une espèce, indiquant l'abondance d'une espèce par rapport à une autre, et n'indiquent pas la surface échantillonnée ou le milieu précis échantillonné. Absolu permet de calculer la densité d'une population, nombre d'individus par unité de surface, et le nombre par mètre carré, par exemple. Nécessitant d'échantillonnage complet sur une surface au volume donné, il fait souvent combiner plusieurs méthodes d'échantillonnage pour obtenir des résultats absolus. Ça veut dire que la méthode absolue est une méthode qui va couvrir presque la totalité de votre essai à avoir une observation, une estimation presque globale. Donc, tirer plus d'informations par rapport à la première. Là, vous en avez différentes méthodes relatives, donc qui vont intervenir pour faire le dépistage. Vous avez le filet, qui permet la capture à vue. Donc, une fois que vous observez un individu, vous le faites capturer au biais de votre filet. Et l'inconvénient de cette dernière est qu'il ne représente pas la densité réelle. Donc, pas de résultat chiffré. Il n'y a pas un chiffre bien défini par rapport à cette méthode. La classification des ravageurs est définie comme suit. Donc, ravageur majeur, il est en rouge, ravageur secondaire en vert, ravageur mineur au potentiel en couleur bleue. La lutte contre les bioagresseurs à la protection des cultures. Avant que je parle de ça, j'aimerais tirer votre attention au phénomène de résistance. La résistance par rapport aux produits phytosanitaires et le produit, ça, c'est les PPP, les pesticides d'origine chimique ou naturelle, et la capacité irritable d'un individu d'une espèce de bioagresseur à survivre à un traitement de PPP appliqué correctement. Lorsqu'un individu est résistant ou il a un PPP, il ne sera pas ou peu affecté par le traitement. Il sera capable de produire une descendance viable. On parle alors de résistance biologique. Ça veut dire que vous en avez une génération N et vous allez la traiter. D'accord? Donc par la suite, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'un de ces, je dirais, ravageurs vont survivre à ce traitement-là et par la suite, il va produire une génération qui sera résistante biologiquement. Ben, voilà pour aujourd'hui, on arrive à la fin de cette vidéo. Permettez-moi d'attirer votre attention que la prochaine vidéo va porter un petit peu sur les techniques d'étude. Donc nous allons prendre un petit peu un exemple et un modèle à étudier déjà qui fait de la lutte intégrée, une lutte utilisable en plein champ, bien sûr, avec des vraies méthodes associées, entre autres la lutte biologique, la lutte, je dirais, physique, la lutte culturelle, etc. Donc un ensemble de méthodes qui se sont associées pour faire ressortir la lutte intégrée. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. À la prochaine et je vous dis salam.